Dans le petit village de Chute de Cèdre, niché au cœur des montagnes du Montana, la vie paisible d'Éléonore Dubois et de son chat tigré, Coco, allait prendre un tournant extraordinaire. Rien n'aurait pu la préparer au moment magique, un matin d'octobre, où Coco se lia d'amitié avec un visiteur inattendu. C'était un jeune puma magnifique, posté près de la clôture du jardin, non pas pour chasser ou envahir un territoire, mais pour contempler Coco avec des yeux empreints d'une pure admiration jour après jour. Cette créature sauvage revenait, non pas pour de la nourriture ou un abri, mais pour quelque chose de bien plus précieux, l'amitié. Leur lien était un doux rappel que l'amour n'a besoin ni de mots ni de barrières. Il suffisait de gentillesse, de temps et d'un cœur ouvert. Chute de Cèdre n'était pas un grand village, mais il possédait une beauté sauvage que les grandes villes ne pouvaient égaler. À l'automne, le paysage se transformait en une palette éclatante de jaune, de rouge et d'orange, créant un tableau naturel qu'enviraient les artistes les plus talentueux. Éléonore Dubois vivait à Chute de Cèdre depuis près de 30 ans. S'étant installée dans cette petite communauté montagnarde après que son mari, Rémi, y avait déménagé pour travailler au service forestier local. Leur maison, située en lisière du village, jouxtait une bande de nature sauvage intacte. C'était une maison en rondin à 2 étages, avec une large véranda entourant 3 côtés et un vaste jardin clos par une clôture métallique. Assez haute pour garder Coco en sécurité, mais assez basse pour qu'Éléonore puisse admirer les montagnes depuis sa chaise à bascule préférée. Après le décès soudain de Rémi, victime d'une crise cardiaque 5 ans plus tôt, Éléonore était restée, trouvant du réconfort dans cet environnement familier et les routines quotidiennes établies au fil des années. Retraitée de son poste d'enseignante à l'école primaire, elle continuait de s'impliquer bénévolement à la bibliothèque locale et participait au club de jardinage de Chute de Cèdre. Sa vie était calme mais remplie, rythmée par des matinées paisibles avec un café chaud, des après-midi à jardiner et des soirées à lire près de la cheminée. Coco, le chat tigré de 7 ans, était le compagnon indispensable d'Éléonore. Rémi l'avait ramené à la maison alors qu'il n'était qu'un minuscule chaton, trouvé dans une boîte en carton devant la caserne de pompiers. Avec son pelage gris rayé et ses yeux bleus vifs, Coco possédait l'indépendance typique des chats, tout en réservant une affection particulière à sa maîtresse. Chaque matin, il explorait le jardin, rapportant parfois des cadeaux. Une souris ou un petit oiseau déposé devant la porte comme un chasseur fier. Coco aimait grimper les escaliers jusqu'au grenier, où il passait des heures à observer les oiseaux et les écureuils dans les branches. Les nuits d'hiver, il se blottissait sur les genoux d'Éléonore, ronronnant de contentement pendant qu'elle lisait. Ce qu'Éléonore aimait par-dessus tout chez Coco, c'était sa capacité à comprendre ses humeurs. Quand elle était triste, il se rapprochait. Quand elle était heureuse, il jouait avec plus d'entrain. Les premiers signes apparurent un matin de septembre, lorsque la première brise automnale souffla dans la vallée, portant l'odeur des aiguilles de pin et annonçant l'hiver approchant. Éléonore remarqua que Coco se levait plus tôt, s'asseyant près de la fenêtre, la queue frétillante d'excitation. Ses yeux grands ouverts fixaient intensément la forêt derrière la maison, émettant parfois d'étranges sons, non pas des miaulements habituels, mais un doux ronronnement guttural. Elle constata aussi que la nourriture dans l'écuelle de Coco disparaissait plus vite, bien qu'il ne semblait pas manger davantage. Éléonore se demanda même si un animal s'introduisait dans la maison pour voler la part de Coco. Mais les portes et fenêtres étaient toujours bien fermées la nuit, et il n'y avait aucun signe d'intrusion. Les nuits calmes, lorsque les ululements des chouettes et le bruit du vent dans les branches étaient les seuls sons brisant le silence. Éléonore entendait parfois des bruits étranges près de la clôture du jardin. Pas le vent ni les sons familiers des petits animaux, mais quelque chose de plus gros, plus lourd, des pas légers, un grognement sourd, parfois un léger grattement dans la terre. Ayant vécu assez longtemps dans les montagnes, Éléonore savait que des animaux sauvages pouvaient s'approcher des maisons, surtout à l'automne, lorsqu'ils stockaient de la nourriture pour l'hiver. Elle pensa qu'il s'agissait peut-être d'un cerf, ou pire, d'un ours noir en quête de nourriture facile. Elle commença donc à ranger soigneusement la poubelle et à ne plus laisser la nourriture de Coco dehors la nuit. Elle s'inquiétait aussi pour Coco. Bien que la clôture fût assez haute pour l'empêcher de l'escalader, Éléonore savait que les chats pouvaient être très ingénieux. Elle surveillait davantage Coco lorsqu'il sortait et envisageait même de construire un enclos extérieur pour qu'il profite de l'air frais sans risquer de rencontrer des animaux sauvages. Ce matin d'automne fatidique commença comme tous les autres. Une fine brume couvrait la vallée, le soleil perçant à peine derrière les montagnes de l'Est. Éléonore se réveilla à l'aube, une habitude héritée de ses années d'enseignement qu'elle n'avait jamais abandonnée. Elle prépara du café dans la vieille bouilloire, l'arôme riche des grains torréfiés emplissant la petite cuisine, et ouvrit la porte arrière pour laisser Coco sortir pendant qu'elle préparait le petit déjeuner. Alors qu'elle battait des œufs pour une omelette, elle entendit un son étrange de Coco. Pas le miaulement habituel, ni un sifflement, mais un mélange de ronronnement et de gazouillis joyeux, plein d'excitation. C'était un son qu'elle n'avait jamais entendu de Coco auparavant. Presque béat. Éléonore posa la cuillère et regarda par la fenêtre de la cuisine. Coco était près de la clôture, sa queue s'agitant si vigoureusement que tout son corps oscillait. Et là,
de l'autre côté de la clôture métallique, se tenait le plus beau jeune puma qu'Éléonore ait jamais vu. Son cœur sembla s'arrêter un instant. Un puma, l'un des prédateurs les plus dangereux de la région, n'était séparé de son chat que par une fine clôture. Son premier réflexe fut de courir dehors pour mettre Coco en sécurité. Mais quelque chose dans la scène la fit hésiter. Le puma, visiblement juvénile, probablement âgé de 8 ou 9 mois, était allongé sur le flanc, les pattes repliées sous le menton, ses yeux dorés fixant Coco avec une expression qu'on ne pouvait décrire que comme de l'admiration. Ses oreilles étaient dressées, alertes, mais non agressives. Son pelage tacheté brillait sous la lumière matinale, d'un brun chaud avec des taches noires contrastées. Son corps était élancé mais robuste, ses muscles souples visibles sous la peau à chaque mouvement. Comparé aux pumas adultes qu'Éléonore avait vus dans des zoos ou à la télévision, il était beaucoup plus petit, mais portait une beauté sauvage indéniable. En observant depuis la fenêtre, Éléonore entendit le puma émettre un doux ronronnement, semblable à celui d'un chat domestique, mais plus profond, plus sauvage. Coco répondit par l'un de ces sons étranges, se pressant contre la clôture comme pour réduire la distance entre eux. Le puma tendit une patte à travers le grillage, non pour frapper, mais pour toucher délicatement le museau de Coco. Éléonore retint son souffle. C'était impossible. Les pumas ne s'approchaient pas des chats domestiques pour des salutations matinales. Ce étaient des créatures solitaires, méfiantes envers les humains et les animaux domestiques. Pourtant, ce jeune mâle agissait plus comme un adolescent amoureux qu'un prédateur sauvage. La logique disait à Éléonore qu'elle devrait avoir peur, qu'elle devrait sortir et sauver Coco du danger potentiel. Mais un instinct plus profond, peut-être né de ses années de vie proche de la nature, lui disait que ce n'était pas une situation dangereuse. Les yeux du puma n'exprimaient ni férocité ni faim, seulement de la curiosité et, étrangement, une intelligence presque humaine. Éléonore sortit sur la véranda, son mouvement faisant tourner la tête du puma vers elle. Pendant un instant, ils se regardèrent à travers la cour. Elle pensa qu'il s'enfuirait, mais il se contenta de l'observer avec ses grands yeux dorés, son expression calme et sans peur. Le regard du puma donna à Éléonore l'impression qu'il l'évaluait, déterminant si elle représentait une menace. Puis, comme satisfait qu'elle ne soit pas dangereuse, il reporta son attention sur Coco. « Bonjour, dit doucement Éléonore, la voix tremblante d'émotion. Qui es-tu? D'où viens-tu? » Le puma ne répondit pas à ces mots, mais ses oreilles frémirent, montrant qu'il avait entendu. Elle s'approcha lentement, pas à pas, ne voulant pas l'effrayer. À environ 3 mètres, le puma la regarda à nouveau, mais ne montra aucun signe d'inquiétude. L'interaction dura environ 10 minutes. Le puma joua doucement avec Coco, tendant la patte à travers la clôture pour tapoter une branche que Coco avait apportée, roulant même sur le dos pour montrer son ventre tacheté. Lorsque l'excitation de Coco atteignit son apogée, sa réaction fut encore plus surprenante. Au lieu de la peur ou de la colère, le chat semblait totalement à l'aise, voire ravi de la présence de cette créature sauvage. Tout au long de la journée, Éléonore ne pouvait cesser de penser à cette étrange rencontre matinale. Elle consulta les livres de Rémy sur la faune, lisant sur les pumas, également appelés cougars. Selon les livres, les pumas étaient des animaux solitaires, s'approchant rarement des zones habitées sauf s'ils étaient affamés ou blessés, et ils ne jouaient certainement pas avec des chats domestiques. Bien qu'Éléonore l'ait vu de ses propres yeux, l'événement semblait toujours incroyable. Ce soir-là, elle appela Jacques Harmon, un biologiste de la faune au centre de conservation locale. Après qu'elle eut décrit la rencontre matinale, Jacques répondit avec surprise. « C'est inhabituel, Éléonore. Les pumas évitent généralement les animaux domestiques, surtout les chats. Il était probablement juste curieux. Je viendrai demain jeter un œil. » Éléonore dormit à peine cette nuit-là. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si le puma reviendrait, si cette rencontre matinale était un événement isolé ou le début de quelque chose. Coco semblait également agitée, regardant constamment par la fenêtre et émettant parfois ces sons étranges. À l'aube, Éléonore se leva plus tôt que d'habitude, prépara rapidement du café et laissa Coco sortir, puis attendit près de la fenêtre de la cuisine. Et en effet, quelques minutes plus tard, le puma apparut à l'orée de la forêt, se déplaçant gracieusement et résolument à travers l'herbe jusqu'à la clôture. Cette fois, il apporta un cadeau, un petit lapin qu'il déposa soigneusement avant de s'allonger pour saluer Coco. Éléonore appela rapidement Jacques, qui arriva en une demi-heure avec un appareil photo et un carnet. Depuis la fenêtre de la cuisine, ils observèrent ensemble l'interaction entre le puma et Coco, Jacques prenant des photos et murmurant des notes. « C'est incroyable !» chuchota-t-il. « Je n'ai jamais vu ni entendu parler de quelque chose comme ça. Il va à l'encontre de tout ce que nous savons sur le comportement des pumas. » Le puma revint le lendemain matin, puis le surlendemain. Au 4e jour, Éléonore n'était plus surprise de le voir attendre près de la clôture lorsqu'elle laissait Coco sortir.
Elle commença à l'observer depuis la fenêtre de la cuisine, émerveillée par ce couple improbable. Le puma, qu'elle commença à appeler Léo, un nom qui semblait convenir à son apparence robuste combinée à sa nature étonnamment douce, semblait avoir adopté Coco comme son meilleur ami. Il arrivait juste après l'aube, s'asseyait près de la clôture et attendait. Dès que Coco sortait en courant, son comportement changeait. Ses oreilles se dressaient, sa queue frétillait d'excitation, et il émettait ce ronronnement étrange. Leur séance de jeu devenait plus complexe. Léo apportait des cadeaux pour Coco. Une branche particulièrement belle, une pierre intéressante, une fois une vieille balle de tennis trouvée quelque part. Coco, ne voulant pas être en reste, commença à apporter ses jouets à la clôture pour les montrer. Éléonore les regardait jouer à pousser des objets à travers la clôture. En une semaine, Léo était devenu une partie régulière de leur vie. Éléonore se levait plus tôt chaque jour pour ne pas manquer ses visites. Elle acheta même un carnet pour noter ses observations. Les heures d'arrivée et de départ de Léo, les objets qu'il apportait, les jeux qu'il jouait avec Coco. Jacques Harmon devint également un visiteur régulier, observant et documentant cette relation extraordinaire. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, admit-il après quelques semaines. D'après sa taille, je dirais que Léo a environ 10 mois. S'il est arrivé quelque chose à sa mère quand il était jeune, peut-être à 4 ou 5 mois, il a dû apprendre à survivre seul. Est-il dangereux ? Demanda Éléonore, bien qu'elle connût déjà la réponse. N'importe qui pouvait voir la nature douce de cette créature sauvage spéciale. Tout animal sauvage représente un danger potentiel, répondit Jacques en secouant la tête avec admiration. Mais il a choisi la proximité d'une certaine manière. Pas complètement. Il reste sauvage, mais il a formé un lien qui surpasse ses instincts. Peut-être parce qu'il a perdu sa mère tôt, il a développé un attachement inhabituel à Coco. Peut-être parce que Coco est petit, non menaçant, et a une odeur familière à son espèce, bien que beaucoup plus petit. Les voisins avaient également remarqué. Élise Morin, qui vivait à côté, mentionna avoir vu le puma traverser son jardin. Chose étrange, dit Élise un après-midi par-dessus la clôture. Il est passé juste à côté de mon poulailler sans même y jeter un œil. On aurait dit qu'il se dépêchait d'aller quelque part d'important. Cet endroit, réalisa Éléonore, était son jardin pour rencontrer Coco. Alors que l'octobre cédait la place à novembre, le premier défi survint. Une réunion du conseil municipal fut organisée pour discuter de la question du puma. Certains résidents, menés par François Thomas, un vieux rancher grincheux, étaient préoccupés par la sécurité. C'est un animal sauvage, insista François lors de la réunion. Aujourd'hui, il joue avec le chat de Madame Dubois. Demain, il pourrait manger le chien de quelqu'un, ou pire, un enfant. Il faut contacter le contrôle animalier et le relocaliser, ou pire, l'abattre si nécessaire. Ces mots choquèrent Éléonore. Elle ne pouvait imaginer qu'une chose aussi terrible arrive à Léo, l'ami sauvage et doux qui avait apporté de la joie dans sa vie. Jacques se leva pour défendre Léo, présentant ses données scientifiques et ses observations. C'est une opportunité de recherche inestimable, argumenta-t-il. Nous assistons à un type de comportement jamais documenté chez les pumas sauvages. Léo ne montre aucun signe d'agressivité envers les humains ou les animaux domestiques, sauf pour son lien spécial avec le chat d'Éléonore. Finalement, après de longs débats, un compromis fut trouvé. Léo pourrait continuer ses visites tant qu'il n'y aurait aucun signe d'agressivité, mais une caméra de surveillance serait installée pour surveiller son comportement, et Jacques fournirait des rapports réguliers au conseil municipal. De plus, Éléonore accepta de ne pas essayer d'apprivoiser davantage Léo, de ne pas le nourrir ni de l'encourager à rester la nuit pour s'assurer qu'il conserve les instincts sauvages nécessaires à sa survie dans la nature. Alors que le temps se refroidissait, de lourds nuages arrivaient du nord, et les premières neiges commencèrent à recouvrir la vallée. Éléonore s'inquiétait pour Léo vivant dehors. Les pumas s'adaptent bien aux conditions hivernales, mais il était encore jeune et n'avait probablement jamais connu un hiver rigoureux du Montana. Elle commença à laisser un petit espace couvert sur la véranda, au cas où. Un vieux lit pour chien trouvé au sous-sol, protégé par une bâche en plastique pour se protéger du vent et de la neige. Selon l'accord avec le conseil municipal, elle ne laissait pas de nourriture là-bas, mais elle voulait que Léo ait un endroit chaud et sec s'il en avait besoin. Elle ne le voyait jamais l'utiliser pendant la journée, mais parfois, le matin, elle trouvait une empreinte ronde parfaite sur le lit et quelques poils bruns dorés scintillant à la lumière. Ces petits signes faisaient sourire Éléonore. L'idée que, lors des nuits les plus froides, Léo avait trouvé un peu de chaleur et de confort sur sa véranda. Alors que l'hiver s'intensifiait, Éléonore observa le lien entre Léo et Coco se renforcer. Léo passait parfois des journées entières dans son jardin, pendant les tempêtes de neige sévères. Elle le trouvait en train de somnoler sous la véranda couverte, Coco blotti juste à l'intérieur de la porte arrière, tous deux trouvant du réconfort dans leur proximité, même avec une vitre entre eux. Une soirée particulièrement froide,
Alors que la température chutait en dessous de zéro et que le vent soufflait avec une force brutale dans la vallée, Éléonore brisa sa propre règle. Elle laissa un bol d'eau chaude et un peu de poulet dehors pour Léo. Elle savait qu'elle ne devrait pas, que cela pourrait encourager une dépendance malsaine, mais elle ne pouvait supporter l'idée que Léo souffre de faim et de froid par une nuit aussi rude. Le matin, les bols d'eau et de nourriture étaient vides, et Léo avait disparu, probablement retourné dans la forêt pour chasser. Mais il revint l'après-midi, apportant un petit lapin qu'il déposa soigneusement près de la véranda, comme s'il remboursait le dîner de la veille. Éléonore sourit à travers ses larmes en voyant le cadeau. Même dans les conditions les plus dures, Léo conservait sa dignité et son indépendance, ne voulant pas être redevable à quiconque. Mais alors que janvier cédait la place à février, Éléonore commença à remarquer des changements chez Coco. À 8 ans, le chat montrait des signes de vieillissement. Coco se déplaçait plus lentement, dormait davantage, montrait moins d'intérêt pour ses jouets. Au départ, Éléonore ne s'inquiéta pas outre mesure. C'était une partie naturelle du vieillissement. Mais lorsque Coco commença à refuser de manger et à s'allonger dans des positions inconfortables, comme si ses articulations lui faisaient mal, elle appela la vétérinaire locale, Dr Sophie Chen. La vétérinaire confirma ce qu'Éléonore craignait. Coco développait de l'arthrite et, à son âge, connaissait le déclin inévitable de la vieillesse. Nous pouvons traiter les symptômes, dit le docteur Chen, prescrivant des médicaments contre la douleur. Mais c'est une partie du processus de vieillissement que nous ne pouvons pas empêcher. Gardez Coco au chaud et à l'aise, et assurez-vous qu'il mange et boit suffisamment. Cet après-midi-là, alors que Coco se reposait sur le lit à l'intérieur, Léo apparut à la clôture plus tôt que d'habitude. Il n'attendit pas que son ami familier sorte. Au lieu de cela, il semblait sentir que quelque chose n'allait pas. Il faisait les 100 pas le long de la clôture, émettant des sons doux, pas le ronronnement habituel de salutation, mais quelque chose de plus anxieux, plus triste. Éléonore ouvrit la porte arrière. « Elle se repose, Léo, » dit-elle doucement. « Elle ne se sent pas bien aujourd'hui. » Comme s'il comprenait, le puma s'assit près de la clôture et attendit. Il resta là toute la journée, un gardien loyal, même alors qu'il commençait à neiger légèrement. Quand la nuit tomba et que la température chuta, Éléonore pensa que Léo chercherait un abri. Mais il resta là, patient et vigilant, la neige s'accrochant à son épais pelage. Ce soir-là, Éléonore prit une décision qui aurait semblé impossible 6 mois plus tôt. Elle ouvrit la porte arrière, et après un moment d'hésitation, ouvrit la porte de la clôture. « Entre, » dit-elle doucement. « Elle veut te voir. » Léo s'approcha lentement, ses instincts sauvages luttant contre son désir de réconforter son ami. Ses yeux passaient d'Éléonore à la porte ouverte, comme s'il évaluait la situation. Puis, avec la prudence d'un guerrier entrant en territoire inconnu, il suivit Éléonore jusqu'à l'endroit où Coco était allongé sur le lit juste à l'intérieur de la porte. Sans hésiter, il se blottit à côté de Coco, toujours à l'extérieur, respectant la frontière entre sauvage et domestique, mais assez près pour que Coco puisse poser sa tête contre son pelage chaud à travers l'espace sous la porte. Coco émit un petit son de reconnaissance, et Éléonore jura voir une lueur de compréhension dans les yeux de Léo. Il savait que son ami souffrait et voulait lui apporter du réconfort. Ils restèrent ainsi toute la nuit. Éléonore somnola dans le fauteuil à proximité, émerveillée par la confiance que les deux animaux lui avaient accordée. Quand l'aube se leva, une lumière jaune pâle filtrant à travers les nuages de neige, Léo s'éclipsa discrètement, mais pas avant d'avoir doucement frotté son museau contre le visage de Coco à travers l'espace. Un baiser de rétablissement d'une créature sauvage. La santé de Coco s'améliora avec les médicaments prescrits par le docteur Chen, et leur routine se poursuivit. Mais quelque chose avait changé. Le lien entre les trois, la femme, le chat et le puma, s'était approfondi au-delà de la simple amitié. Ils étaient devenus une famille inhabituelle, définie non par le sang ou l'espèce, mais par le soin et la confiance. Alors que l'hiver cédait la place au printemps, la neige fondit, et les premières fleurs commencèrent à percer le sol. Éléonore réalisa à quel point Léo avait profondément changé sa vie. Elle s'était sentie seule depuis le décès de Rémi. Coco était un bon compagnon, mais la maison semblait encore trop calme, trop vide. La présence de Léo avait ramené un sentiment d'émerveillement dans ses journées. Elle se surprenait à attendre les matins avec impatience, curieuse de voir quelles nouvelles interactions se dérouleraient dans son jardin. Elle avait commencé à écrire un livre sur son expérience, documentant chaque moment, chaque observation sur le comportement de Léo et sa relation grandissante avec Coco. Jacques l'encourageait, disant que ces observations étaient précieuses non seulement pour la science, mais pour quiconque s'intéressait aux animaux et aux connexions magiques qu'ils pouvaient former. Le village s'était également habitué à leur ami inhabituel. Les enfants demandaient parfois à leurs parents s'ils pouvaient venir voir Léo jouer avec Coco. Éléonore disait toujours oui, à condition qu'il garde une distance de sécurité.
Elle avait vu que Léo pouvait apporter le même sentiment d'émerveillement aux autres qu'il lui avait apporté. Un rappel que le monde était plus grand, plus complexe et plus magique qu'on ne le pense généralement.